Bonsoir à tous les internautes qui viennent nous rejoindre pour cette nouvelle séance de la BNF dans votre salon. Je suis Romain Feist, conservateur en chef au département de la musique, et je vais vous parler ce soir de la symphonie numéro 92, dite Oxford de Joseph Haydn, dont le manuscrit autographe est l'un des joyaux du département de la musique de la Bibliothèque nationale de France. Alors, Franz Joseph Haydn, ou Joseph Haydn est né en 1732, mort en 1809, a accompli l'essentiel de sa carrière artistique au service du prince Nicolas Estradi, dit Nicolas le Magnifique. Celui-ci entretenait l'une des meilleures chapelles de musique en Europe, donc chapelle, comme on disait à l'époque, orchestre, donc d'un niveau comparable à celle de Carl Theodor Mannheim ou de Colloredo, la fameuse bête noire de Mozart à Salzbourg. Haydn s'est exercé à presque tous les genres musicaux, instrumentaux et vocaux, mais ce sont ses 83 quatuors à cordes et ses 107 symphonies auxquelles il faut ajouter deux grands oratorios, La Création et les Saisons, qui ont été composés à la fin de sa vie, qui lui vaudront sa renommée internationale. Attiré par la pédagogie, il a néanmoins formé deux élèves notables, Ignace Pleyel, qui s'installa en France en 1784 et fonda une célèbre fabrique de pianos qui porte son nom, et surtout Beethoven. Les relations entre Haydn et Beethoven étaient assez étendues, le premier qualifiant le second en raison de sa vanité supposée de grand mogol. Haydn vouait en revanche une admiration sans borne à Mozart, qu'il considérait comme le plus grand musicien vivant. Le manuscrit de la symphonie numéro 92 de Haydn provient de la très riche collection musicale du comte d'Aulnier, qui était le fils d'un ancien surintendant des postes, qu'il avait constitué pour les concerts de la Loge olympique, que cet aristocrate avait lui-même fondé en 1782. Donc, faire un petit tour dans le salon du comte d'Aulnier, où sa femme tenait salon, et la petite notice donc, de Claude François-Marie Rigolet dans le Nobiliaire universel de France. La partition porte d'ailleurs la marque de son commanditaire. Sur la page de titre, on va trouver la mention autographe de Haydn pour son excellence, Monsieur le comte d'Aulnier. Et en haut, estampille, manuscrit original d'Haydn appartenant à Monsieur le comte d'Aulnier, même si l'encre est malheureusement un peu passée. Cette collection fut dispersée lors d'une vente publique en janvier 1791. Le manuscrit de sa symphonie 92 est alors très probablement acquis par l'éditeur Pierre Leduc, dont le paraphe figure en haut de la 3e page de la partition. Le voici. Cette partition se présente sous la forme d'une quarantaine de feuillets de format oblong, dit à l'italienne, qui comporte 76 pages de musique notée. On parle de format à l'italienne ou de format à la française, et non pas de paysage ou de portrait à l'époque. Le duc a déjà probablement nommé un projet d'édition, puisqu'il rajoute au crayon sur la partition violino primo, secondo, alto, à l'intention du graveur, afin qu'il repère les instruments, puisque Haydn, pour qui c'était une évidence, ne se donnait pas la peine de reporter sur chaque page le nom des instruments en début de portée. Le compositeur travaillait très vite, sans brouillon. Par exemple, pour les doublures, pour que ça aille plus vite, il ne recopie pas les notes. Il met un double trait, puis au lecteur de se débrouiller pour savoir que c'est la même chose que ce qu'il y a à l'étage au-dessus, sur la portée supérieure. Pareil ici, les premiers et seconds violons qui jouent à l'unisson, qui se doublent, ils ne recopient pas pour les seconds violons
la partie de premier violon. Il ne fait quasiment jamais de brouillon, il doit travailler, l'habitude de travailler dans l'urgence, tout part d'un G. Et après, ça peut poser quelques problèmes, effectivement, à un graveur lorsqu'il doit préparer une édition. Pour compliquer un peu les choses, Haydn n'utilise pas la nomenclature qui va devenir un peu celle qui est standard pour l'ordre des instruments sur la partition. Il place en haut les corps. Normalement, vous verrez quel est l'ordre moderne avec les bois, les cuivres, la percussion et les cordes. Il met les corps en haut parce que simplement, c'est l'instrument le plus prestigieux. Et ce sont les cornistes dans l'orchestre qui sont les musiciens les mieux payés. Souvent, d'autres instrumentistes comme les violonistes, etc., déclarent jouer du corps, même s'ils n'en jouent pas vraiment, comme second instrument, pour toucher un salaire de corniste ou de trompettiste qui est plus élevé que celui des instruments à cordes. Voici ce que ça donne sur une édition moderne, donc avec la nomenclature qui est la nomenclature française et qui s'est imposée au XIXe siècle dans le monde entier, donc avec les bois, flûte, hautbois, basson, corps, trompette, timbale, violon, alto, violoncelle et basse. Il s'agit d'une édition de la fin du XIXe siècle de cette même symphonie à Oxford. Alors, le précieux document a rejoint donc les collections de la Bibliothèque nationale de France en 1951, à l'occasion d'un don très important de plus de 300 pièces dans lequel figuraient des autographes de très grands musiciens, fait par Claire Lemire-André, qu'on appelait aussi Madame Lemire-André, qui était la petite fille du violoncelliste Auguste Franchomme, qui fut professeur au Conservatoire de Paris de 1846 à sa mort. On voit Franchomme ici jouer du violoncelle dans un quatuor à cordes. Alors, contrairement à Mozart, Haydn ne s'est jamais rendu à Paris. Pourtant, il était déjà bien connu du public parisien car ses ouvrages étaient régulièrement au programme du Concert spirituel, qui était une société de concert qui avait été fondée en 1725 par le compositeur Andanic Amphilidor. Et notamment en 1781, son Stabat Mater avait remporté un grand succès. Il s'inscrivait dans la tradition de ce qu'on appelle en France les motets à grand cœur, donc des textes religieux, liturgiques, paraliturgiques, pour orchestre, chœur et soliste, qui étaient très en faveur dans les années 1770-1780. Aussi une édition française contemporaine de l'époque, donc 1781, de ce Stabat Mater de Haydn. Les négociations pour une série de compositions qui vont permettre à Haydn de donner à la capitale française 9 chefs-d'œuvre majeurs dans l'histoire de la musique, pardonnez-moi, se font grâce à l'entremise du chevalier de Saint-Georges, donc qui était un Guadeloupéen installé et établi à Paris et qui était connu pour ses talents de musicien, d'escrimeur et son imposant réseau de relations dans les milieux de la politique. Donc il va négocier l'acquisition pour les concerts de la loge olympique, qui va servir d'intermédiaire avec le comte d'Augny pour les symphonies dites parisiennes 82 à 87. Ils seront suivis d'une deuxième commande avec les numéros 90 à 92, vu le succès remporté par les 6 premières qui ont été créées donc entre 1785 et 1786 par les concerts de la loge olympique. Les représentations avaient lieu au Palais des Tuileries, dans la salle des 100 Suisses, qui était située dans le pavillon central du Palais des Tuileries, qui a été détruit lors de la Commune de Paris après la guerre de 1870. Là, le plan de cette fameuse salle, tel qu'il était au moment du premier mariage de l'empereur Napoléon, et qui correspond à peu près à ce qu'il était quand les symphonies de Haydn ont été créées avec l'orchestre installé ici et le public. Alors, de ces fameuses 6 symphonies parisiennes, il y en a 4 dont les manuscrits autographes sont conservés
au département de la musique, la numéro 82 qui porte le surnom de l'ours, la numéro 83 qui porte le surnom la poule, la numéro 86 et la numéro 87. Donc le succès considérable qu'elles ont obtenu vaut à Haydn la commande de 3 pièces supplémentaires, donc qui seront les symphonies 90 à 92. Haydn envoie comme convenu les partitions manuscrites au Condoni, mais les troubles liés à la Révolution française, donc qui conduisent à la dissolution des concerts de la Loge olympique en octobre 1789, et le décès prématuré du comte d'Osny en 1790, fait que leur création n'a pas pu avoir lieu comme prévu. Elles sont néanmoins mentionnées dans une édition pirate publiée par Ignace Pliel, dont on a évoqué le nom avant, élève de Haydn, comme faisant partie du répertoire de la loge olympique, déjà probablement pour des raisons d'ordre commercial. Ça, c'est le frontispice de cette édition des symphonies 90, 91 et 92, qui ont été publiées sur le numéro 7, 8 et 9, par Ignace Pleyel en 1803-1804. Haydn profite un peu de la situation, donc de cette révolution qui empêche la création de la symphonie Oxford, et il revend la même symphonie, qui avait déjà vendu donc en exclusivité théoriquement au comte d'Osny, à un aristocrate bavarois passionné de musique, le prince Graf Ernst von Oettingen-Wallerstein, et pour cela, il obtient en paiement une tabatière en or accompagnée de 50 ducats. Alors, Haydn était malgré tout un peu gêné aux entournures à cause de cette entourloupe commerciale. Le prince von Oettingen-Wallerstein s'étonne de ne pas avoir reçu le manuscrit original de la partition. Haydn prétexte alors, pour se justifier, que sa vue était devenue tellement basse qu'il avait dû demander à un copiste de tirer un autre exemplaire de la partition parce que l'original était illisible et qu'il pouvait décemment pas le lui envoyer. L'histoire ne s'arrête pas là, puisque l'année suivante, Haydn s'en va pour Londres. L'invitation du violoniste et impresario Johann Peter Salomon, qui était un Allemand d'origine et qui avait fondé aussi une société de concert à Londres. Et c'est à l'occasion de ce voyage que la symphonie numéro 92 est finalement créée le 11 mars 1791 au Hanover Square Rooms de Londres, sous la direction du compositeur. Alors la direction n'était pas devant l'orchestre avec une baguette, il l'accompagnait, il présidait, comme il disait en Angleterre, au clavecin. C'est dans cette même salle qu'auront lieu plusieurs créations d'œuvres de Berlioz au XIXe siècle. Au début du mois de juillet 1791, Haydn est sur proposition du célèbre historien de la musique Charles Burney, c'est un peu un des premiers musicologues ou du moins musicographes, reçu docteur honoris causa de l'université d'Oxford. À cette occasion, donc, Haydn fait jouer sa symphonie qui prend alors le nom d'Oxford, la célèbre Bodleian Library à Oxford. Haydn, qui doit mettre ce qu'on appelle le Tudor bonnet et pas le mortarboard qu'on a l'habitude de voir, et une toge, qui est un peu la seule chose dont il se plaint parce qu'il la trouve pas très très saillante. Alors la gravure montre Haydn en docteur de l'université d'Oxford, Joseph Haydn, donc docteur musicologie de l'université d'Oxford, alors Oxon pour Oxonia, qui est le nom latin de la ville d'Oxford. La création a lieu dans un bâtiment, un amphithéâtre qui s'appelle de Sheldonian, parce qu'il avait été, sa construction avait été ordonnée par un archevêque d'Oxford qui s'appelait Gilbert Sheldon. Là, c'est la façade avant
et là, la façade arrière de cet amphithéâtre dans lequel cette symphonie a été jouée à l'occasion de la réception de Haydn en tant que docteur honoris causa de l'université d'Oxford. Alors pour cette circonstance festive, Haydn a vraisemblablement ajouté les parties de trompette et de timbales qui sont absentes du manuscrit original et de la copie qui a été adressée à Oettingen-Wallerstein. La version originale sans ces trompettes et ces timbales, telle qu'elle figure dans le manuscrit de Paris, n'a, à ma connaissance, jamais été enregistrée. Alors, l'orchestration porte néanmoins la marque du destinataire original de l'œuvre. On voit qu'elle comporte une partie de violoncelle obligado, violoncello obligado, violoncelle obligé, donc soliste. En fait, le comte d'Augny jouait lui-même du violoncelle au sein des concerts de la Loge olympique et c'est un peu une sorte de politesse de Haydn envers son commanditaire. Et c'est d'ailleurs aussi peut-être cette place particulière qui est accordée dans cette symphonie au violoncelle qui a incité plus tard Franchomme, dont je parlais tout à l'heure, à acquérir ce manuscrit puisqu'il était lui-même violoncelliste et professeur de cet instrument au conservatoire. Mais l'œuvre contient également aussi une autre allusion plus discrète au comte d'Augny et à au concert de la Loge olympique, donc qui était une organisation, une loge maçonnique. Les 4 mouvements de la symphonie sont structurés en fait en fonction de ce qu'on appelle le nombre d'or, qui était la proportion parfaite qui avait été déterminée par le mathématicien grec Euclide, donc aux alentours de 300 avant Jésus-Christ, et cette proportion est de l'ordre, le nombre exact, c'est 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Je passe sur les détails mathématiques. En gros, 1,618. Et Haydn applique ça à la structure de sa symphonie. Le nombre d'or avait été utilisé pour déterminer les proportions d'un certain nombre de bâtiments célèbres comme le Parthénon d'Athènes, ou plus proche de chez nous, le Grand Théâtre de Bordeaux. Donc, en fait, on peut représenter les proportions d'or sous la forme d'un rectangle qui aurait un côté de 1 et le petit côté de 1 et le grand côté de 1,618 et qu'on peut ensuite subdiviser à l'infini. Haydn applique ça comment à symphonie? Prends les 4 mouvements de la symphonie. Premier mouvement, second mouvement, troisième mouvement, quatrième mouvement, si on compte les mesures, eh bien, les 3 premiers par rapport au quatrième, au final, nous donnent une proportion qui est comprise entre 1,5 et 1,7, donc une approximation de ce nombre d'or. Après, la chose s'emboîte comme des poupées russes. Les 4 mouvements de la symphonie sont eux-mêmes proportionnés en fonction de ce mouvement. Par exemple, le mouvement 1 est ce qu'on appelle une forme sonate. Alors, rien à voir avec la sonate comme genre musical. C'est une forme musicale donc qui comprend ici précédée d'une introduction lente, une exposition, un développement et une réexposition reprend de manière un peu variée la partie initiale. Si on prend l'introduction et l'exposition, le développement et la réexposition, eh bien, ils sont proportionnés comme un rectangle d'or. Le mouvement 2, c'est ce qu'on appelle le deuxième mouvement, il est construit sur ce qu'on appelle une forme lead. Là encore, attention faux amis, rien à voir avec un lead au sens de mélodie. C'est simplement une forme A, B, A ou A', donc où une section centrale contrastée est encadrée par l'exposition et la reprise du thème initial. Là, pareil, si on prend A d'un côté, B et A de l'autre, ou A' de l'autre côté, on retombe sur ce fameux rectangle d'or. On pourrait continuer la démonstration avec les 2 mouvements suivants, le menu et le final. On va vous épargner un cours de maths qui ne serait que trop fastidieux. L'ouvrage est bien sûr signé par Joseph Haydn, Di Medio Sapere Haydn. Alors, il y avait une coquetterie à l'époque. Alors, selon les années, on signait en latin ou on italianisait son nom. Donc là, ici, Di Medio Sapere Haydn 1789. Alors, la partition est précédée au début de In nomine Domini et de la forme Fine Laus Deo, donc au nom de Dieu et au nom du Seigneur et
fin à la gloire de Dieu. Cette mention, Haydn l'a posée sur les partitions qu'il jugeait, excusez-moi, plus ou moins dignes de passer à la postérité. Il ne la posait pas systématiquement sur toutes ses œuvres, uniquement sur les œuvres majeures. Mais la signature ne s'arrête pas là, la signature chez Haydn devient aussi musicale. Et à partir de la symphonie numéro 80, donc qui a été créée en mars 1785, au moment où Haydn est initié en franc-maçonnerie, donc dans la loge zur wahren Eintracht à la Vraie Concorde à Vienne, il utilise cette formule répétée de 3 notes pour conclure sa symphonie. Alors, dans la symphonie Oxford, cette symphonie musicale, cette signature musicale donne la chose suivante. Pardon. Et on peut s'amuser à voir un peu ce que ça donne dans notre symphonie, par exemple la numéro 4. La numéro 85. Ou la numéro 88, par exemple. Alors, pour finir cette présentation, on va quand même écouter un peu de musique, puisqu'une partition de musique, c'est quand même mieux aussi si on voit le résultat que ça donne pour les oreilles. Alors, on va vous faire écouter l'intégralité du final, qui n'est pas très long, qui dure 4 minutes 30 de cette symphonie Oxford. J'attire votre attention sur ces fameux chromatismes. Haydn aimait beaucoup les effets spéciaux, on va dire, de surprise, pour prendre un peu son auditoire au dépourvu. La symphonie Oxford, ce final comprend des mouvements, ce qu'on appelle chromatisme, c'est-à-dire par intervalle de demi-ton qui donne, pardonnez-moi pour les musiciens, mais pour les profanes, pour que ce soit plus clair, je dirais un effet de disque rayé ou de pleurage. Voilà ce que ça donne. Donc, le final que nous allons écouter maintenant en entier est interprété par l'Orchestre royal du Danemark, dirigé par un chef d'orchestre d'origine russe, donc Nikolai Malko. L'enregistrement a été réalisé en 1953. Malko a été le professeur de Dmitri Shostakovich en Russie, et c'est lui qui a dirigé la création de ces 2 premières symphonies. Par ailleurs, Malko avait participé en tant que musicien à le premier enregistrement qui a été fait de la symphonie Oxford avec l'orchestre symphonique Persimphone. C'était un orchestre sans chef qui avait été créé après la révolution d'octobre en Russie de cette symphonie Oxford. Donc, je vous laisse en compagnie de Haydn, de Nikolai Malko et de cette symphonie numéro 92.
Alors, vous pouvez retrouver des fragments de cette partition et de bien d'autres manuscrits prestigieux conservés au département de la musique, Beethoven, Mozart, Rameau, Berlioz, dans l'ouvrage qui a été publié par les éditions de la BNF, donc Trésor de la musique classique. Je tiens donc à remercier le personnel de la BNF qui a rendu cette retransmission possible, notamment Claire Séguré qui a assuré la partie technique. Je m'excuse pour il est de coutume qu'un chat vienne se promener intempestivement dans le champ de la caméra. Là, c'est malheureusement dans le champ de ma gorge que l'animal a sévi. J'espère qu'il n'aura quand même pas trop perturbé cette présentation. Vous pouvez dès à présent donc passer aux questions qui me seront transmises afin que je vous réponde.
Oui, alors pour le nombre d'or, oui, il y a d'autres musiciens qui l'ont utilisé, notamment Franz Xaver Richter qui avait été maître de chapelle à la cathédrale de Strasbourg. Chez lui, d'ailleurs, les mathématiques vont beaucoup plus loin et l'approximation sur les proportions, chez lui, ça tombe pratiquement sur 1,618 et exactement. Donc oui, Haydn n'est pas le seul à avoir utiliser le nombre d'or pour proportionner une œuvre musicale. Euh, alors, les symphonies, l'ours et la poule, donc dans les symphonies parisiennes, il y en a il y en a trois qui portent un titre. Donc l'ours, la 82, la poule, la 83, et la 85, donc la reine. Alors l'ours et la poule, on n'a pas la moindre idée de comment ces titres sont arrivés, mais en tout cas dès la fin du XVIIIe siècle, elles ont été diffusées avec ces titres. La reine, c'est un peu plus explicite parce qu'elle était, paraît-il, la favorite de la symphonie favorite de Marie-Antoinette. Les titres étaient souvent donnés par les éditeurs pour des raisons commerciales parce que simplement ça se vendait mieux. Il faut savoir que des symphonies de Haydn n'a lui-même donné aucun titre à ces symphonies. Alors la symphonie Oxford, ça s'explique par les circonstances de sa représentation donc à Oxford lors de la remise du titre de docteur honoris causa à Haydn. Dans toutes ces symphonies, il n'y a que dans les premières, la 6, 7 et 8, donc le matin, le midi et le soir, où ça correspond à un programme qui avait été explicitement demandé à Haydn. Sinon, tous les titres sont apparus a posteriori. Le miracle pour la 96 parce qu'il était dû à la chute d'un chandelier durant le spectacle et lors de la création et qui par miracle n'a fait aucune victime. En plus, la chose s'était passée pendant la création de la symphonie 102, on a attribué ce titre à la 96. La symphonie militaire, là, c'est un peu évident par rapport au contenu. Donc elle a été publiée sous le titre La Grande Ouverture avec le mouvement militaire au milieu. Mais Haydn lui-même n'a jamais donné de titre à ses symphonies. C'est vraiment les éditeurs qui ont rajouté pour des raisons commerciales. Haydn se vendait très bien en France et les éditeurs français, donc comme Jean-Georges Siebert ou Casto à Lyon, raffolaient de la musique de Haydn parce que ça se vendait bien. On vendait même sous le nom de Haydn des ouvrages qu'il n'avait pas composés et les titres participaient de cet engouement commercial. Alors, pourquoi vendre deux fois la partition, pratique courante? Bon, parfois des entourloupes. Haydn n'était pas toujours d'une probité exemplaire en ce qui concerne les affaires financières. En fait, il a même revendu trois fois cette symphonie Oxford. Il s'est dit, ben, puisqu'elle n'a pas, ce que son commanditaire est décédé à Paris, là, pourquoi je me gênerais? Il n'avait pas honte d'aimer l'argent. Il était il y avait quelque chose chez ce fils de Charon, donc de conditions qui étaient issues d'un milieu de conditions modestes, c'était d'assurer sa sécurité financière pour ses vieux jours quand il ne serait plus en état de composer. Donc ça a été une constante chez Haydn d'essayer en fait, d'accumuler des réserves pour les jours où ça irait moins bien. Et je pense qu'il n'a pas eu trop d'état d'âme pour, euh, pour revendre plusieurs fois la même symphonie. Lui-même a été victime d'escroqueries. Les symphonies 88-89, qui étaient, ou elles aussi, qui auraient dû partir pour Paris, ont été interceptées, ont été publiées à Vienne, chez Artaria, avant même que Haydn sache qu'elles étaient arrivées là. Alors, on me demande des détails sur les concerts de la Loge olympique. Alors, la question n'est pas très précise. Enfin, ces concerts de la Loge olympique avaient été fondés par le comte Donier, Claude François-Marie Rigollet, et
donc organisée matériellement par une loge maçonnique qui était la loge olympique. Ces concerts avaient lieu à la salle des 100 Suisses, dans le Palais des Tuileries. Je crois qu'à un moment donné aussi, ils avaient déménagé dans l'hôtel de Bullion à Paris. Ils prenaient en quelque sorte la succession des concerts spirituels et donc réunissaient un orchestre symphonique capable de jouer des œuvres de grande dimension pour l'époque, un peu sur les modèles des sociétés de concerts qu'on pouvait trouver en Angleterre, comme les concerts Bachabel ou après les professionnels concerts de Salomon, plus tard de Viotti. Donc, je ne sais pas s'il y a une question tout à fait précise sur ces concerts de la Loge olympique. Comme il n'y a pas d'autres questions, donc, je remercie toutes les personnes qui nous ont rejoints ce soir et encore une fois, les personnels de la BNF qui ont permis cette diffusion. Merci beaucoup en espérant que vous aurez l'envie d'écouter cette symphonie en entier.